Bonjour à tous. C'est aujourd'hui finalement la clôture de la semaine de l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors moi je l'ai rebaptisée, elle s'appelait il y a quelques années la semaine de prévention des violences faites aux femmes, mais on aborde tellement de sujets sur l'égalité entre les hommes et les femmes au cours de la semaine que j'ai dit à Sophie, il faudrait peut-être qu'on la rebaptise. Donc aujourd'hui, on aborde évidemment la journée de sensibilisation des femmes et sport. C'est une thématique qui nous tenait à cœur à l'ADD. Et puis, on a, avec Guillaume, choisi ce thème pour l'approfondir parce qu'on pense que c'est important pour notre département d'avancer sur cette thématique. Alors aujourd'hui, je remercie avant toute chose tous ceux qui ont aidé l'ADD-CSPP à construire cette journée, le CDOS, bien évidemment, Julie est là, le conseil départemental de l'Orne, la ville d'Alençon qui nous accueille, l'association L'Étape qui aux côtés de Sophie Ridard a organisé toute cette semaine, nos collègues de la DR JSCS, vous voyez, c'est le fruit d'un travail collaboratif et constructif entre tous les services. Et puis, je veux remercier tout le public dont vous faites partie, qui est présent, les élus, bien sûr, les présidents d'associations sportives, les responsables des services des sports des villes, les professeurs de sport et d'EPS, les conseillers pédagogiques en EPS, les directeurs d'établissements scolaires, sans qui nous ne ferons rien, les responsables politiques de la ville, j'en vois au premier rang, les responsables des services animation jeunesse, les bénévoles associatifs, les éducateurs sportifs, les travailleurs sociaux, les étudiants. Vous voyez, tout le monde peut participer à cette œuvre collective de monter des projets en faveur de la pratique sportive féminine. Et puis je voulais remercier aussi tous les experts qui vont se succéder au cours de la journée et qui nous ont fait l'honneur de venir à Alençon, dans notre ville, pour faire part de leurs expériences, de leurs témoignages, de leurs projets. Et c'est sur ces expériences qu'on va pouvoir s'appuyer pour monter nous-mêmes nos projets pour l'Orne. Voilà, je veux rappeler deux choses parce que Guillaume m'a bien préparé mon discours, mais j'ai débordé, il va pas tout retrouver, mais les femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes et la pratique sportive chez les femmes, c'est un enjeu pour plusieurs raisons. Vous savez que pour les femmes, il y a des obstacles, il y a des freins, soit de toute nature d'ailleurs, ça peut être culturel, ça peut être financier, ça peut être des problèmes de mobilité, ça peut être même des problèmes de temps, ça peut être des problèmes liés aussi à sa période d'âge. On sait bien que les adolescentes elles pratiquent moins le sport. Enfin, il y a tout un tas de freins qui font que à un moment donné, finalement, les femmes elles se mettent un petit peu en retrait de la pratique sportive. Donc on est là aujourd'hui pour réfléchir ensemble et l'objectif en effet c'est de trouver à partir de ce qu'on détecte de voir comment on peut mobiliser le mouvement sportif et les acteurs pour trouver des solutions et travailler à une offre de pratiques sportives qui leur conviennent le mieux. Donc, vous savez qu'on parle beaucoup du sport maintenant comme étant un élément de cohésion, j'allais dire nationale, par la transmission de ses valeurs. Le sport, c'est aussi un facteur de santé, on en parle beaucoup. Et le DOS a été innovant dans son dernier projet de sport thérapeutique. Et puis le sport, c'est un immense facteur d'émancipation et de liberté pour la femme. Et à ce titre-là aussi, c'est un enjeu important. Donc voilà, cette journée, elle est importante pour nous. Ça nous permettra d'avoir votre expertise, vos préoccupations. On analysera tout ça et puis on retravaillera ensemble à des projets structurants pour notre département.
Je vous souhaite vraiment de partager ce moment ensemble le plus fructueux possible. Et puis je vais passer la parole à Madame Badi Kanou, qui est notre fidèle représentante du GDOS, qui ouvre avec moi cette journée. Et puis après, ça sera Sophie qui clôturera notre déléguée du droit des femmes. Voilà, merci à tous. Mesdames et messieurs les représentants de l'État, mesdames et messieurs élus des collectivités territoriales, mesdames et messieurs des comités régionaux et départementaux, des clubs aussi, mesdames et messieurs des services des sports des villes, mesdames et messieurs, mes chers amis. C'est un grand plaisir d'être à vos côtés en tant que vice-présidente du comité départemental olympique et sportif de l'Orne, accompagnée de Françoise Plessis, également vice-présidente, de Julie Babin, qui est la chef de projet du GDOS, et d'Alicia Rénal, volontaire en service civique. Bref, une équipe du GDOS 100% féminine. Le GDOS 61 a pour mission principale de contribuer aux politiques publiques et de développer les politiques sportives dans l'Orne. Nous sommes organisés autour de 4 thématiques, chacune animée par une vice-présidente du GDOS. Je suis chargée de la thématique sport, éducation, citoyenneté et mixité, qui est une mission importante depuis longtemps pour le GDOS. Dès 2009, nous avons lancé une enquête Femmes et sport dans l'Orne qui s'est concrétisée par un document diagnostic sur les pratiques féminines dans l'Orne. Ça fait presque 10 ans. Cela s'est traduit par la signature d'une convention signée par la préfecture le 30 octobre 2012. Cette convention a permis la mise en place d'actions pour lutter contre les freins à la pratique sportive féminine et à l'engagement des femmes au sein des structures sportives ornaises. Nous avons également valorisé des parcours exemplaires et des projets particuliers sur le territoire, par le concours Femmes et Sport et en organisant des conférences. Ces conclusions de l'enquête et ce programme d'action sont compilés dans un rapport Femmes et Sport. Dans les directives du CNDS, les actions favorisant la pratique sportive féminine font partie des priorités. Nous incitons et accompagnons les comités départementaux et les associations à mettre en place des actions en faveur de la mixité dans le sport. Le mois du sport au féminin qui s'est déroulé à l'Aigle l'an passé est un exemple concret d'action et de promotion de développement du sport féminin qui a eu lieu dans le département. Mais au-delà de la pratique féminine, il est également important de développer l'accès aux responsabilités dans les associations. À ce jour, les femmes représentent encore une minorité des instances dirigeantes, souvent seulement secrétaires. Dans le but de faire émerger et valoriser l'engagement des personnes souhaitant postuler à des postes de responsabilité, un accompagnement de nos dirigeantes nous semble nécessaire. Chaque femme souhaitant s'engager dans ce cursus d'évolution au sein du mouvement sportif doit trouver sa place, y être à l'aise et doit pouvoir manager une équipe, la motiver, animer des réunions et gérer d'éventuels conflits. C'est pourquoi le GDOS propose un accompagnement sous forme d'une journée de formation animée par l'association Femix le samedi 2 décembre à Argentan. Cette journée sera l'occasion de se poser la question sur ce qu'on attend d'une dirigeante, sur quelles sont les attitudes qui permettent de rendre une équipe performante, motivée et réussir son rôle de dirigeante. Cette journée est gratuite et ouverte à toutes les personnes avec des fonctions de dirigeant, ou non d'ailleurs, au sein d'un club. Cette formation sera la suite directe et logique de la conférence d'aujourd'hui, dont le but est d'interroger et d'échanger sur le sport au féminin, et notamment sur la pratique des femmes et des jeunes filles des quartiers populaires. Des intervenants de qualité partageront avec vous leurs expériences et leurs projets. Aujourd'hui, la pratique sportive féminine évolue peu, mais il ne faut pas être fataliste
et se battre contre les idées reçues. C'est bien ensemble que nous vivons le sport au féminin, c'est bien ensemble que nous construisons le projet. Merci de votre attention. Merci Madame Badicalou. On termine par l'allocution de Madame Sophie Haidar, déléguée aux droits des femmes. Mesdames, Messieurs, effectivement, l'égalité entre les femmes et les hommes, comme vous le savez, est au cœur du pacte républicain, ce qui fera également, et fait également, la grande cause du quinquennat de Bernard. Cette grande cause, elle doit notamment se traduire par la mobilisation de tous les acteurs, de l'État, mais aussi de la société en général, dont on fait tous partie. Les objectifs sont multiples: garantir l'exemplarité de l'État, améliorer les droits sociaux des femmes, éviter que les violences sexistes et sexuelles. Alors, la place des femmes dans le sport, elle répond à ces deux derniers objectifs. C'est effectivement un vrai droit, l'accès à la pratique sportive est un vrai droit social. Et puis, c'est aussi une forme de violence, c'est de ne pas pouvoir, quelle que soit d'ailleurs la nature du sport, de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et pouvoir accéder à la pratique sportive auquel on a envie d'accéder. C'est effectivement un des éléments de la semaine de prévention des violences faites aux femmes, qui est désormais rebaptisée, même si ce n'est pas encore tout à fait officiel, la semaine de l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame Grimaldi le disait, tout au long de la semaine, il y a eu une action effectivement très ciblée sur les violences, mais aussi sur bien d'autres choses. On a travaillé avec les enfants sur le respect entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, et sur la place de la femme dans notre société. Alors, ça vous dit, aujourd'hui, sur le sport, demain après-midi, à la salle de la pyramide, sur la place des femmes aussi dans les arts, et comment est-ce qu'on parle de ces thématiques-là dans les arts. Donc, lutter contre les violences contre les femmes, c'est aussi, et surtout, j'ai envie de dire, avant toute chose, lutter pour l'égalité d'accès à ça et de lutter contre les violences. Je vais juste revenir 2 minutes après avoir terminé sur les chiffres, parce que je trouve que c'est bien d'avoir un constat un tout petit peu positif quand même. En France, selon les chiffres clés d'égalité, alors c'est un petit ouvrage qui est édité par le ministère des droits des femmes, que vous trouverez sans difficulté sur Internet, vous tapez les chiffres clés d'égalité de Congrès sur cette égalité. Elle est aussi sur le site de l'État dans l'an. Vous trouverez plein de thématiques. Et il y a notamment une thématique femmes et sport. Selon les chiffres 2017, les licences sportives, c'est 10 millions de licences masculines et 6 millions de licences féminines. Vous voyez, c'est pas tout à fait 40% pour les femmes, donc on n'est pas encore avancé. Là où le bas blesse plus, c'est ce que j'avais dit en vidéo, c'est plutôt sur les dirigeants. Effectivement, on est sur les chiffres de 2015, en ministère du sport, on est à 12,5% pour les directrices techniques nationales. Les choses vont un petit peu évoluer, mais il n'y a pas forcément une évolution dessus, et on n'est pas tout à fait à 17% pour les femmes. Donc il y a effectivement à ce côté-là un vrai effort à faire, parce que c'est une pyramide aussi. C'est aussi une histoire de visibilité. Le point positif quand même, il faut dire, c'est que pour la première fois en 2015, l'augmentation des licences prises par les femmes est plus importante que les licences prises par les hommes. Donc on ne désespère pas que ce se rééquilibre de manière plus importante que ça l'est aujourd'hui. Et la réaction, c'est de Renault va participer à ça. Et ce qui est formidable, c'est qu'en plus, cette action elle vous réunit, et vous êtes nombreux dans la salle, avec un peu de musique, et on va faire des galeries comme ça, c'est assez rare en général. On voit un truc très féminin, et là, on voit beaucoup d'hommes dans la salle, donc c'est vraiment déjà la fin du site. Et puis en plus, il y a une captation qui a été faite par les guides, donc on les remercie de pouvoir faire cette captation, parce que au-delà de ce que vous allez pouvoir entendre, bien d'autres pourront l'entendre à mise en ligne assez rapidement. Donc c'est vrai que l'impact sera découvert si votre présence va vous permettre de changer. La journaliste est formidable, mais on va garder une trace et on va pouvoir effectivement répondre à la conférence. Merci Olivier. Merci Sophie. Avant de commencer, je vais vous présenter les éléments qui concernent le diagnostic départemental sur la pratique féminine.
Ce document, il vous a été communiqué sous format papier, il sera aussi disponible en ligne. L'objectif, c'est pas de le passer en entièrement, mais c'est de faire ressortir les chiffres clés pour que vous ayez la vision la plus objective possible de la place de la femme dans le département et de la pratique féminine et toute sa spécificité. On va avancer. En fait, je vais regarder juste les diapos qui sont les plus significatives. Excusez-nous. Oui, juste avant, on va commencer par ça juste avant. Rapidement, sur notre territoire, il faut aussi parler de comment il se positionne sur le plan de sa répartition de la population. On a quand même un territoire avec 78% de zones de revitalisation rurale, donc de la ruralité. Par contre, en termes de proportion, on s'aperçoit qu'on a moins de 5% de cette population dans les quartiers prioritaires politiques de la ville et 46% de cette population dans les zones rurales. En gros, il y a 50% de la population qui sont concernés comme étant domiciliés dans les territoires qu'on peut considérer comme carencés ou relevant en tout cas des dispositifs nationaux. J'ai mis sur cette diapo-là l'évolution de la pratique féminine. Donc en rouge, vous avez les licences masculines sur le plan départemental, son évolution. En vert, l'évolution sur le plan féminin. En jaune, ce sont les licences qui sont non réparties. Donc ça, c'est une anomalie statistique. On s'aperçoit quand même qu'on a, mine de rien, sur les 3 dernières années, en dehors du biais statistique, une forte évolution de la pratique féminine, qui va se matérialiser sur le plan statistique par une augmentation de 11% du nombre de licenciés sur notre territoire sur les 8 dernières années. Sur la diapo suivante, on va s'apercevoir aussi que par rapport à l'évolution nationale qui est la ligne rouge, le département tend à rattraper ce retard et on est très très proche sur l'année 2016 d'un nombre de licences féminines de celle du plan national. Donc il y a un gros travail qui a été fait en amont, je pense que c'est un travail qui date d'il y a plus de 10 ans et qui commence à porter ses fruits. Sur la diapo suivante, en fait, c'est la répartition des licences masculines et féminines sur les fédérations olympiques. En rouge, la proportion masculine envers la proportion féminine. On s'aperçoit qu'il y a comme vous devez tout le savoir, des disciplines qui sont quand même très masculinisées, comme le cyclisme, le football, le rugby et le tir aussi, qui a une spécificité comme sport individuel. Par contre, il y a d'autres sports qui tirent leur épingle du jeu, comme le handball, qui présente des chiffres de taux de féminisation supérieurs à ceux du plan national. C'est une spécificité aussi départementale, comme le badminton, l'escrime, l'athlétisme, le judo et le triathlon. La spécificité de ces sports-là, ce sont surtout des sports qui sont individuels. Et je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur l'accessibilité de la pratique féminine sur les sports collectifs. Sur les fédérations non olympiques, la proportion est quelquefois encore plus marquée, sauf sur la fédération française, le PGV, qui est la gymnastique volontaire, qui eux sont plutôt sur des plans de masculinisation, peut-être que Madame Plessis pourrait nous en parler, qui sont aussi d'autres problématiques, comme la fédération aussi de randonnée pédestre. Il y a un public féminin prioritairement. On s'aperçoit que, mine de rien, sur ces fédérations non olympiques, la part masculine est encore très importante, même si seul le squash présente un taux de féminisation qui est équivalent à la moyenne nationale.
On voulait vous mettre cette diapo aussi pour vous montrer que dans le cadre des subventions CNDS, donc Centre national de développement du sport, la proportion des crédits alloués au développement de la pratique féminine dans l'ordre représente 16%, ce qui est 16%, oui, ce qui est le troisième poste fléché pour les actions permettant au public éloigné de la pratique de bénéficier du droit commun d'accès à une pratique sportive. En sachant que ces 16% sont en hausse depuis quelques années, on va le voir sur la prochaine diapo. Non, c'est pas la prochaine. Ça c'est, oui, merci Pauline. J'ai mis en relation en fait envers l'évolution de la pratique féminine avec l'évolution des fonds CNDS. Il n'y a pas spécialement de corrélation, c'est pas spécialement parce qu'on augmente significativement les crédits alloués à la pratique féminine qu'une augmentation instantanée se fait ressentir sur le taux de licenciation des féminines. Par contre, à moyen terme, ça peut avoir des incidences qui soient pérennes, mais il faut absolument que ces actions-là soient structurantes. C'est aussi l'objet, je pense, de notre rassemblement aujourd'hui, c'est comment faire en sorte qu'au lieu d'accompagner des actions qui soient éphémères, événementielles, on puisse réfléchir ensemble à des projets qui soient structurants et qui pérennisent dans le temps la pratique féminine et justement le libre accès à la pratique, quel qu'il soit, de loisirs ou de compétitions, pour l'intégralité de ces publics, en zone rurale, en QPV ou dans les zones non ciblées. Sur la diapo précédente, j'ai juste matérialisé en fait par des petits points bleus, ce sont les associations sportives qui ont été accompagnées dans le cadre de projets d'ouverture à la pratique féminine et d'accès aux responsabilités. Ce qui est significatif, c'est qu'on s'aperçoit que, mine de rien, notre territoire, il est accompagné presque dans sa globalité. Donc, s'il y a toujours des territoires carencés plutôt au nord et au cœur, vers la région de C, on s'aperçoit que toutes les communes disposant aussi de contrats de ville sont accompagnées sur cette pratique-là, qui est aussi des problématiques qui sont bien spécifiques. Il y a l'étude en qualitatif qui a été issue, en fait, pour la plupart d'entre vous l'avez reçue et ceux qui l'ont complété, je vous en remercie, qui a fait, c'est une enquête départementale qui avait été initiée par Madame Chantal Mallet à la DDD-CS de Seine-Maritime, ce qui concernait, en fait, le déploiement des plans de féminisation du mouvement sportif. Alors, ces plans de féminisation, il faut savoir que depuis 2013, c'est une pièce qui est obligatoire au contrat d'objectif des fédérations. Chaque fédération se doit, dans le cadre de son contrat d'objectif avec le ministère des Sports, de disposer et de mettre en place un plan de féminisation. Dans le cadre de cette enquête, ce qui est le plus représentatif, c'est que les associations sportives et les comités ont une méconnaissance. Je ne suis pas en train d'accuser. C'est eux qui nous font part simplement du fait qu'ils n'ont pas eu connaissance de ces plans de féminisation, qu'ils ont du mal à les mettre en place, ça c'est très important, et qu'en fait la décentralisation de ces plans de féminisation impose peut-être quelquefois des compétences, des moyens humains et des moyens matériels qu'eux n'ont pas la possibilité d'avoir sur le terrain. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très significatif sur notre territoire, c'est que ces plans de féminisation sont en train de se construire, mais ils sont pas fondamentalement opérationnels dès maintenant. Comme l'a dit Madame Grimaldi tout à l'heure, la problématique aussi sur notre territoire, c'est la féminisation des instances dirigeantes. On s'aperçoit que la plupart du temps, les femmes disposant de responsabilités au sein des comités départementaux et des clubs ont principalement des missions qui sont de gestion ou organisationnelles, mais peu de missions stratégiques. Tout ce qui est responsabilité de présidence est souvent occupé par des hommes. Ça peut être aussi un frein fondamental au développement de ces plans de féminisation dans certaines associations. Ces chiffres-là sont aussi très significatifs sur le plan national. C'est pas du tout une spécificité hornaise. Au-delà des chiffres que vous voyez, parce que je suis en train de discuter de choses qui ne se voient pas obligatoirement sur le document, je vous encourage à prendre connaissance du diagnostic que vous avez sous la main. Éventuellement, sur la diapo suivante, c'est quelque chose, non, juste avant, ouais, merci. C'est une diapo qui est pour moi très significative en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Orne, il y a environ 650 clubs.
45 comités départementaux, donc cette enquête leur a été transmise. Sur les réponses qu'on a eues, on a eu 90 clubs qui ont répondu à cette enquête, donc plutôt très correct. Par contre, c'est la répartition des taux de réponse par discipline. On s'aperçoit que il y a certaines disciplines qui ne se sont pas emparées de cette thématique-là, et c'est plutôt là où ça pose des questions. Certaines activités qui quelquefois mettent en place des actions, mais qui, sur ce questionnaire qui était pourtant assez simple à compléter, ont eu du mal, ou peut-être par des intérêts ou pour d'autres choses, du mal à s'imprégner de cette thématique, au contraire de certaines disciplines comme le bowling, la natation. La lutte, c'est spécifique, il y a un club de lutte dans le département. L'escrime, la boxe, le canoë-kayak, le volleyball, qui ont vraiment répondu avec des taux très significatifs. Encore une ça, ce sont aussi les actions qui sont menées dans le cadre des plans de féminisation. Ce qu'il faut retenir, c'est que les clubs et les comités, dans le cadre des actions qu'ils mènent pour développer la pratique féminine, c'est préférentiellement des actions d'ouverture de créneaux spécifiques, des journées de découverte. Alors, il y a à la fois, on a besoin effectivement d'ouvrir des journées de découverte, c'est très important d'ouvrir l'accès pour les personnes éloignées de la pratique. Après, quelles conséquences ça a sur la structuration, sur la pérennisation et sur la fidélisation des jeunes filles, des femmes et de tous les publics féminins dans le cadre de la pratique. J'arrêterai là-dessus. J'ai dressé un portrait non exhaustif de notre territoire. L'intégralité des données se retrouve dans le diagnostic départemental. Il ne faut pas hésiter à solliciter nos services pour avoir un accompagnement spécifique sur effectivement la mise en place de vos plans de féminisation. Nous, service de l'État, on est justement à vos dispositions pour vous accompagner dans le cadre de votre projet associatif. Et maintenant, je vais laisser la parole à madame Alpha Toubi, chercheur en sociologie à l'Université Paris-Descartes, qui évoquera avec nous l'intégralité de sa recherche-action sur la problématique des freins et des leviers d'accès des jeunes filles à la pratique sportive dans les territoires hypercollectifs. D'abord, je remercie cette invitation, mais aussi le DOS de l'Inde, puis le DPE-CSTP pour cette invitation, qui est une belle occasion de vous présenter les résultats de cette recherche-action. Cette recherche-action qui, effectivement, amène à jouer avec la télécommande, qui ne fonctionne pas, mais c'est pas un problème, on va l'aider. Oui, je vais donc devoir suivre aussi de mon côté et revenir un petit peu sur le pourquoi du comment de cette recherche-action. Déjà, cette recherche-action a été faite à Buffet. Elle est donc dans un cadre particulier et cette recherche-action a pour ambition de donner la parole aux jeunes filles des quartiers populaires pour savoir pourquoi elles ne pratiquent pas d'activité physique. Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier puisque dans la deuxième diapo, j'ai un parcours particulier. J'ai eu l'occasion d'aller faire un postdoc à l'université Concordia à Montréal. C'est pas anodin. Ça m'a amené à sortir un petit peu de cet environnement franco-français, dont j'en suis très très fière, mais à apporter d'autres types de théories, d'autres méthodologies, et puis aussi à essayer de voir autrement, de changer ses lunettes pour pouvoir peut-être trouver des solutions sur le terrain. Ça m'a énormément apporté, il y a encore beaucoup de choses à faire,
Mais à l'université Concordia, l'Institut Simone de Beauvoir, donc là on est complètement dans un féminisme clair et déclaré, pluriel, que j'ai fait cette partie de ma formation. À mon retour de Montréal, je me suis de plus en plus intéressée à ces injustices, aux injustices que pouvaient vivre les filles et les femmes, et j'ai décidé d'aller avec l'UFOLEP travailler sur les jeunes filles des quartiers populaires. Alors ce programme a été juste une première étape, hein. On a essayé de juste donner la parole et essayer de mettre en place des recommandations, et la suite logique, c'est de continuer à travailler sur ce public, que ce soit les jeunes filles, mais aussi les femmes seniors, des milieux populaires qu'on connaît aussi, qu'on connaît très très peu. Alors, si on va sur la prochaine diapo, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a très peu de recherches aujourd'hui sur les quartiers populaires, très peu de données quantitatives et qualitatives. Qualitatives presque pas. Et quantitatives, on a quelques chiffres, mais ça mériterait d'être approfondi. On a des chiffres qui sont un petit peu quand même assez inquiétants. Hein. 51% des filles qui pratiquent du sport en France et seulement 32% dans les zones d'éducation prioritaire. Mais en ce qui concerne les licenciés, on a 33,6% des licenciés, ce qui se divise à 4,1% pour les licenciés masculins et 2,9% pour les licenciés féminins. On est dans un contexte particulier, on est déjà inscrit dans le club, on est face à un public qui est actif. Qu'est-ce qu'on fait du reste? La majorité du public ne pratique pas l'activité physique. Alors, ce qui aussi m'a poussé à cette recherche-action, c'est tous les termes qui englobent, qui entourent le public féminin. On sait qu'on a affaire à une zone de relégation sociale, c'est les filles qu'on considérait comme invisibles jusqu'à une époque. Aujourd'hui, ça y est, on les voit un peu plus souvent, que ce soit dans les médias, et puis d'une autre manière aussi, on apprend à les connaître. Et on aura sûrement l'occasion d'en connaître un peu plus avec des sportifs comme la Ruby Women qui accompagne Alexandre Legault. Donc il y a un certain nombre de données, des préjugés. On pense que c'est pour des raisons culturelles, religieuses, qu'elles ne pratiquent pas l'activité physique. On sait aussi que ces filles qui ne pratiquent pas l'activité physique vont cumuler un certain nombre d'handicaps, des handicaps de type liés à l'éducation, liés au chômage, aux faibles ressources, aussi culturelles. Donc il y a un certain nombre de préjugés, de données, mais on n'a pas encore toute l'articulation pour bien comprendre comment les choses fonctionnent auprès des quartiers, des filles et des quartiers populaires. Alors un autre élément, et là on va sur la prochaine diapo, c'est la place du comportement religieux. Alors c'est le rapport dédié 2004, en 2003, le dédié qui a mis en corrélation, la faible participation des femmes avec les comportements religieux et l'adaptation de l'offre sportive. C'est un constat qui était obligé à ce moment-là, vu l'ensemble des problématiques qu'il pouvait y avoir à cette époque, la question du voile, la question des résistances des filles, et aussi de comment on va réussir à gérer ce public avec des demandes particulières à un contexte qui n'est pas habitué à avoir ce public. Aujourd'hui, en fonction bien sûr des territoires, en fonction des habitudes, en fonction du passé aussi du territoire, on va avoir des adaptations qui vont être variées et qui vont prendre différentes couleurs. Mais ça va quand même interroger. Je me suis quand même posé la question si aujourd'hui, donc on est en 2004 avec le rapport dédié, est-ce qu'aujourd'hui on retrouve le même type de frein sur le terrain, que ce soit au niveau des filles, mais aussi au niveau des responsables sportifs. Alors je vous passe tous les termes que j'ai relevés, qui nous semblent importants: le refus de l'encadrement masculin, la demande de créneaux spécifiques, notamment au niveau des piscines, et puis la pression familiale qui ressort très souvent, le fait que les femmes ont des codes vestimentaires et que les filles jouent l'activité physique de manière voilée. Donc voilà, ce sont des éléments qui semblaient importants à prendre en considération, et je me suis questionnée sur comment les choses se vivaient réellement de l'intérieur. Méthodologiquement parlant, vous savez que il faut absolument revenir sur ces points-là, puisque c'est ce qui va déterminer toute la recherche. Je ne n'utilise pas une méthodologie quantitative, je ne fais pas de questionnaire. Mon but, c'est pas d'aller chercher la représentativité de l'ensemble du territoire. Mon but, c'est de donner la parole au public qui est oublié, qui est invisible, dit invisible, pour essayer de bien comprendre comment les choses sont vécues de l'intérieur. J'insiste sur
la pluralité du public, il faut vraiment aller chercher la pluralité du public, d'aller les interroger dans leur subjectivité. C'est un mot un petit peu tabou quand on fait de la méthode quantitative pure et dure, mais c'est cette subjectivité-là qui va montrer la coloration et la différence et la richesse du public. Et en donnant la parole, on va aussi pouvoir relever des redondances, des choses qui reviennent, que ce soit au niveau des représentations, mais surtout au niveau des discours. Je fais bien la différence entre représentation et discours. Les représentations, c'est ce qu'on a en tête. Les discours, c'est ce qui construisent les représentations. Et ce sont ces discours-là qui sont clés pour pouvoir justement les modifier, les corriger, les orienter. Donc c'est important de faire ce point méthodologique qui est quand même assez atypique par rapport à la méthodologie classique qu'on peut avoir en France d'une manière quantitative et même au niveau qualitatif. Le but de cette recherche-action, c'est de faire des recommandations et de pouvoir aiguiller un maximum de personnes et surtout que ça serve aux filles. Si on va sur la prochaine diapo, on a pour objectif de donner la parole aux filles, de voir, ça c'était la première question, c'était de savoir ce que représentait le sport pour elles, parce que le sport c'est un concept qui est universel, mais c'est intéressant de voir quelles sont ces petites subtilités qui vont nous permettre de mieux comprendre comment les choses se construisent et ainsi pouvoir travailler autour de ce concept. Donc c'était important de partir déjà sur une définition du sport. Puis la deuxième question, c'était quels étaient les freins à la pratique. C'est important de poser qu'elles puissent, les filles, mais pas uniquement que les filles, aussi les acteurs du milieu sportif, qu'elles puissent prendre un petit peu de recul et se dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche de pratiquer une activité physique dans un environnement très inclusif, très sécure, pour essayer d'amener à ce questionnement-là. Et bien sûr, la production de recommandations. Alors, j'ai été sur CISUS, deux modèles sensibles, du Nord, Paris, Évry, Lille, mais également Marseille, Montpellier. Enfin, j'ai essayé avec l'UFOLEP et grâce à l'UFOLEP d'aller sur un maximum de terrain. Encore une fois, c'est pas l'exhaustivité qui est importante, mais c'est aller sur des publics très différents. L'étape est très importante puisque j'allais sur place une première fois, je faisais des entretiens avec les filles. Une fois que j'avais fait ces entretiens avec les filles, c'est majoritairement des focus group, donc des entretiens collectifs. Une fois qu'on fait ces entretiens collectifs, je me suis donné comme obligation de revenir sur le terrain et de leur partager les résultats. Déjà, premièrement, scientifiquement parlant, c'est important. Je ne pouvais pas juste partir à des volets, à des données. Même si ça sert scientifiquement parlant, il faut que ça serve aux filles. Donc le fait de revenir aussi, c'était une forme de preuve d'intégrité intellectuelle et de pouvoir partager mon interprétation, qui reste mon interprétation qui reste contrôlée, objective, avec une analyse contrôlée et scientifique, mais voilà, il y a des interprétations plurielles et j'avais envie de partager ces interprétations-là. Ça, c'est une méthode qui est très importante si on veut être sûr de la possibilité de passer à l'action avec des recommandations qui sont adaptées réellement au terrain et au public qu'on aura en face de nous. Ça a été la richesse de cette méthodologie. Alors, les résultats. Les principaux résultats, soit au niveau des filles, au niveau des acteurs. Donc, je demandais qu'est-ce que le sport. Je leur disais d'emblée, je dis attends, je parle de sport, mais on est bien d'accord. Si ce terme ne te convient pas, n'hésite pas à utiliser le terme que tu veux et à le critiquer. C'était un petit peu notre contrat de base. Et effectivement, elles ont, les filles, un certain nombre de termes qui revenaient, on les a notés, et c'est pour ça qu'il y a ces chiffres qui reviennent et qui nous donnent le poids de certaines définitions. Donc en premier lieu, les filles vont essentiellement associer le sport au fait de se défouler. C'est aussi associé à la beauté, c'est la beauté du corps. Alors pour l'instant, je ne rentre pas dans les interprétations. Le sport, c'est quand on est belle, c'est quand on est bien dans sa peau, c'est associé à des efforts physiques. Quand on fait de l'activité physique, il faut qu'il y ait la notion de plaisir, il faut qu'on s'amuse. La compétition apparaît quand même, mais d'une manière un peu moins
puisque là, il y a 5 sources et 18 référents, donc c'est un peu moins que du fait de se défouler le terme, le concept de sport associé à la beauté. Et puis, on voit apparaître le bien-être psychologique qui, quand même, apparaît 10 fois dans 10 entretiens, 17 chiffres, 17 fois le bien-être psychologique va apparaître dans 10 entretiens et associé à l'activité collective. Donc, si on veut synthétiser ce tableau, on voit que la PS, l'activité physique et sportive, est associée au plaisir, beaucoup moins à la compétition, et qu'il y a un rejet de l'effort physique, en tout cas dans les verbatims, dans les entretiens. L'activité physique est beaucoup plus associée à un outil. C'est un outil qui nous permet d'être belle, c'est un outil qui nous permet de défouler, c'est un outil qui va nous permettre d'être en santé. Et ce qui était partagé avec l'ensemble des filles, c'est qu'elles nous parlaient très peu d'expériences positives, d'expériences partagées. Ce qui est normal, elles ne pratiquent pas d'activité physique à l'extérieur de l'école, on n'est pas surpris de cela. Lorsqu'on pose cette question aux acteurs, on voit qu'ils ont du mal à répondre, ils sont un peu mal à l'aise, ils ne savent pas trop comment définir une représentation qu'ont les filles du sport. Ça les met mal à l'aise. Ils insistent beaucoup sur la dimension sociale et collective. Si les filles font du sport, c'est dans cette pratique en groupe, il faut qu'il y ait du plaisir, il faut que ça soit avec des copines, mais par contre ils insistent beaucoup moins sur la dimension psychologique. Du moins ils n'abordent pas les mêmes thématiques qu'on a pu voir avec les filles autour de la confiance, de l'estime de soi. Donc on voit qu'il y a un décalage qui pour l'instant, ne vous inquiète pas, mais c'est juste qu'il y a deux manières de définir le sport. Donc demander aux acteurs sportifs, il y a des éducateurs sportifs, il y a aussi des responsables des sports, il y a aussi des animateurs sportifs, et leur demander comment les filles qui ne pratiquent pas d'activité physique dans notre environnement définissent le sport. Et voilà les résultats qu'on a pu obtenir. Lorsqu'on tourne maintenant sur la deuxième question, sur les freins à la pratique, l'ensemble des résultats, on voit que c'est essentiellement parce qu'il y a peu d'offres et que ces offres sont peu adaptées au public, qu'il y a un esprit de compétition qui est trop marqué, et notamment en EPS, puisque c'est là où elles vont pratiquer une activité physique et sportive. Donc ça, c'est les résultats qu'on va retrouver dans les deux publics. Par contre, pour les filles, elles vont beaucoup plus insister sur l'effort contraignant. C'est fatigant de pratiquer une activité physique, ça pose des problèmes. Mais le regard des autres est très mal vécu. La dimension psychologique revient, c'est un frein. Elles ont peu confiance en elles. Alors elles le gardent ça comme ça, mais en tout cas, il y a cette dimension psychologique qui est très importante. Et puis, on parle d'obligations familiales, de tâches à réaliser au sein de la famille qui prennent beaucoup de temps. Mauvaise expérience vécue dans le sport. Je prendrai l'exemple d'une fille qui pourtant était vue comme sportive. Elle s'est retrouvée, elle a été conseillée auprès de son professeur de PS qui lui a dit qu'elle était super en natation, qu'il fallait absolument qu'elle aille s'inscrire au club local. Le professeur de PS a fait ce qu'il pensait faire, c'est-à-dire il a invité la fille dans son bureau, il lui a donné toutes les coordonnées du coach et du club de natation qu'il connaissait. Et ce moment, c'est fini là. C'est-à-dire qu'il a déchiré, il a donné le bout de papier, il a dit bon, ben voilà, les entraînements sont pas joués tous les jours, c'est bon, tu peux y aller. La jeune fille, après c'est très bizarre, parce que vu le nombre de freins qu'il peut y avoir au niveau familial, aussi au niveau matériel, au niveau de la culture sportive, c'est compliqué de se retrouver du jour au lendemain à aller pousser une porte qu'on ne connaît pas avec tout un tas d'inquiétudes. Et elle a quand même été, puisqu'elle était déterminée, elle a quand même été dans ce club de natation et la première réaction qu'a eu le coach au bord de la piscine, c'est de lui dire, écoute, tu viens d'où? Je viens du quartier à côté. Bon, écoute, ici, nous, on est des champions ici. Tu vas pas te foutre de, tu vas pas jouer avec les codes que tu as à l'extérieur. Ici, il y a des entraînements, il y a des horaires, et il va falloir respecter tout ça. Et on est un club de champions. Donc, la jeune fille qui avait déjà poussé pas mal de portes,
C'était un exploit, s'est retrouvé bien sûr déçu et n'est plus jamais revenu au club de natation. Donc ce sont des exemples comme ça de jeunes filles très rares qui avaient des qualités plutôt sportives mais qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de ce parcours. Alors, si on passe du côté des professeurs de PS et des éducateurs sportifs mais aussi des animateurs sportifs, ce qui est intéressant de voir, c'est le décalage qu'il va y avoir entre les freins des filles, verbalisés des filles, et les freins supposés des acteurs du monde du sport. Enfin, je dis acteurs du monde du sport, mais il y a une diversité, hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a une vraie diversité entre le responsable des sports, l'éducateur sportif, le professeur de PS, qui n'ont pas du tout la même réalité et pas les mêmes contraintes. On pourra rentrer dans un deuxième temps, ou peut-être dans l'après-midi, avec les différentes interventions qui permettront justement de voir cette subtilité. Mais en tout cas, les acteurs, eux, vont surestimer les freins institutionnels, vont beaucoup parler des freins pédagogiques, didactiques, les problèmes liés au matériel en fait, et puis aussi le fait que on n'a pas assez de moyens. Des fois on nous zappe des moyens, on ne peut plus garder un éducateur qui était prévu d'une année sur l'autre, donc ça pose des problèmes au niveau de la cohérence des projets. Donc là ils insistent beaucoup sur cette dimension organisationnelle et institutionnelle. Par contre, et également, sur des problèmes liés à l'adolescence, la construction de soi, l'identité, la sexualité, le rapport au corps. Enfin, ils étaient capables de nous parler de ces caractéristiques liées à l'adolescence, qui expliquent le fait que les filles de pratique sont déconnectées et puis ne vont pas aller pratiquer une activité physique et sportive régulière, et insistent également sur l'aspect religieux. Alors, ça fait tilt par rapport à ce que Madame Dédier avait pu mettre en avant en 2004, mais c'est vrai qu'effectivement, les éducateurs, les acteurs du monde sportif parlent de ce phénomène de représentation religieuse. Ils sous-estiment par contre toutes les dimensions psychologiques. C'est pas incohérent puisqu'ils sont pas capables ils disent clairement qu'ils sont un peu mal à l'aise quand on leur demande quelles sont les représentations des filles. Ils savent pas trop comment les filles pensent. Enfin, ils ont pas les clés, ils ne se sont pas posé ces questions-là. En tout cas, quand on les prend comme ça par surprise, peut-être qu'on rentre un peu plus dans les détails, ils sont assez surpris. Ils ne sont pas entrer dans ces dimensions psychologiques, ou bien même arriver à l'effort vécu par la jeune fille qui pose problème. Notamment aussi sur les responsabilités que peuvent avoir les filles chez elles. Elles ne parlent pas beaucoup de ça avec le professeur de PS. Elles n'ont pas eu de problème à m'en parler de leurs responsabilités, des tâches à réaliser, des contraintes temporelles auxquelles elles étaient confrontées. Mais les professeurs de PS, en tout cas majoritairement et également les responsables des sports, n'ont pas du tout abordé ces sujets-là. Alors, c'est un petit peu préoccupant, puisqu'on voit là l'espace entre le monde des filles et le monde des acteurs s'agrandir, et ce sont les acteurs sportifs qui prennent des décisions, qui vont prendre des décisions déterminantes pour la mise en action des filles. Donc ce gap, cet espace pose problème. Et il faut absolument pouvoir le remplir pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour les jeunes filles, pour la mise en activité des jeunes filles. Alors, sur la prochaine diapo, je reviens sur cette référence scientifique et méthodologique. Ce qui m'a animée dans cette recherche-action, c'était d'interroger les subjectivités des filles, d'essayer de voir comment la pensée pouvait être complexe et qu'il n'y avait pas un ou une catégorie, il y avait une diversité de données, et même un individu, lorsqu'on lui pose une question à un moment particulier sur sa vie, même sur un concept, il va peut-être le définir d'une certaine manière, mais peut-être que demain, ou même ce soir, ou même à un autre événement, il va le voir autrement, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est un élément extrêmement important pour pouvoir bien comprendre comment les choses s'emboîtent et sont complexes, notamment sur cette histoire de l'activité physique, de la mise en activité des jeunes filles. Alors, si on rentre dans les résultats et les recommandations, il me semblait important de rentrer sur le modèle, d'abord bien comprendre le modèle de la prochaine diapo. On parle de modèle écologique qui a été développé en 2001 par toute une équipe de chercheurs. Et ça, c'est intéressant de voir que l'individu n'est pas juste lui, il est intégré dans un ensemble de systèmes, et ces systèmes-là s'emboîtent comme un million.
comme des couches de néons. Et pour pouvoir bien comprendre la complexité du mouvement de l'individu, il faut pouvoir aussi comprendre l'ensemble de ces systèmes. Et tout en haut du système, le système sociétal, politique, législatif. C'est pour ça que c'est important de faire bouger les lignes au niveau politique, parce que c'est ce qui va déterminer aussi le changement, l'imposition au niveau de la société. Mais l'environnement, les facteurs interpersonnels, la relation qu'on peut avoir entre les uns et les autres, les facteurs culturels, la cité, le quartier, où il se trouve, comment il vit, l'école, tout ça, ce sont un système qui vient en dessous du système sociétal et politique. Et puis, le facteur individuel, bien sûr, et le facteur biologique, bien sûr, qui a le rapport à l'individu, sa construction au niveau du plaisir, au niveau des valeurs, qui sont propres à l'individu. Et puis après, on a le facteur génétique, physique, qui va être vraiment profond sur l'individu. Tout ça pour vous dire que, quand on voit ce schéma, on se dit, mais la pauvre fille qui se trouve là, en plein milieu de ces systèmes qui peuvent être complètement discriminatoires, qui peuvent poser problème pour la mise en action de la jeune fille, comment elle va faire pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir bouger toutes ces lignes. Mais en même temps, on peut être plutôt positif face à ce schéma-là et se dire, en fait, dans ces facteurs qui sont plus ou moins lourds, dans ces systèmes qui sont plus ou moins difficiles à changer, il y a des petits éléments sur lesquels on va pouvoir travailler. Par exemple, vous devez peut-être connaître Edith Marwell-Jones qui a fait un travail énorme sur l'urbanité, comment la ville est construite, et en gros que la ville n'est pas vraiment faite pour les filles et les femmes, et elle a pu, en voyant tout ça, travailler avec les jeunes filles et les femmes des quartiers pour essayer de faire des marches exploratoires et puis progressivement prendre conscience de ce qui n'est pas adapté aux femmes, notamment celles qui veulent marcher le soir, ou bien qui veulent se sentir en sécurité dans leur ville. Et puis progressivement, grâce à cette prise en considération-là, on peut sensibiliser les responsables de la ville pour pouvoir mettre une lumière à un endroit, pour changer telle marque, que ce soit même à l'école. On peut mettre des terrains de foot, obligatoirement des terrains de foot au sol. Il y a des caractéristiques genrées qui vont avoir des répercussions sur la personne. Je passe sur le deuxième schéma qui me semble aussi important pour bien comprendre que finalement, on a aussi, dans cette problématique qui est difficile, des filles qui ne pratiquent pas d'activité physique, il y a une multitude de possibilités. Je prends rien que la définition de l'activité physique. Les jeunes filles, quand on leur demandait mais pourquoi vous ne pratiquez pas l'activité physique, certaines disaient je n'ai pas besoin de pratiquer de l'activité physique. Je dis mais pourquoi tu n'as pas besoin de pratiquer de l'activité physique? Elle me dit parce que je suis fine. Et si je pratique plus d'activité physique, je risque d'être trop maigre. C'est pas ce que je veux. Donc il y a quelque chose qui est bizarre. Je me dis mais non, l'activité physique c'est pas fait pour ça. Mais dans leur inconscient. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on nous vend l'activité physique. Vous connaissez tous il faut manger 5 fruits et légumes, manger, bouger, tous ces discours dominants qu'on peut avoir dans les médias. Et ces médias insistent beaucoup sur le fait d'associer l'activité physique au fait de contrôler son poids. Alors bien sûr, c'est santé, mais c'est souvent ce lien-là que vont retenir les enfants. Et donc du coup, ça pose un problème. Il y a d'autres choses qu'on peut apporter à l'enfant. Il n'y a pas uniquement ce lien de maîtrise de poids, il y a aussi le capital intellectuel. Quand on fait de l'activité physique, on peut aussi mettre en avant un certain nombre de forces liées au développement intellectuel. On a le capital social aussi qui se développe, on a un capital émotionnel qui est d'autant plus renforcé, et bien sûr un capital physique et un capital individuel. Donc tous ces capitaux, je pense, on pourrait un peu plus rentrer dans les détails dans l'éducation des enfants pour pouvoir apporter une variété d'informations qui permettra à l'enfant de bien comprendre en quoi l'activité physique va changer sa vie. Pas uniquement en fait de contrôler son poids, mais d'une manière globale. Maintenant, on rentre dans les propositions. Alors, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais à partir de l'analyse du rapport, donc, le rapport a été publié en 2014, écrit conjointement avec Nicolas Delorme de l'Université de Bordeaux. Donc, vous pouvez très bien y jeter un coup d'œil sur un site professionnel. Et vous avez là des propositions d'action qui sont sur le court terme, sur le moyen terme, et puis aussi des divergences. Cette zone divergence, c'est difficile
de pouvoir la contrôler sur ce premier travail de recherche-action, mais ça peut très bien être un support d'atelier, de discussion, d'échange avec vous, sachant que vous êtes aussi les représentants du monde sportif et qu'on pourrait peut-être, sur ces divergences-là, amener un certain nombre d'éléments supplémentaires. Donc je vous invite peut-être sur des sujets qui me semblent importants à peut-être les aborder dans un deuxième temps. Donc la première recommandation qui peut être faite très vite auprès des filles et pour les amener à l'activité physique, c'est de redonner du sens à l'activité et à l'effort physique. La fatigue, c'est pas quelque chose de négatif. D'ailleurs, Martine Duclos, qui est épidémiologue, en parlerait mieux que moi. Elle parle vraiment du conditionnement positif de l'activité physique. Plus on fait de l'activité physique, plus on va avoir des muscles, plus ces muscles vont se renforcer, moins on va être fatigué, et plus on va avoir envie de pratiquer, et donc on rentre dans un conditionnement positif. Moins on pratique l'activité physique, moins on va avoir de muscles, plus on va avoir de douleurs, et donc plus on va rentrer dans des effets négatifs et difficilement dépassables. Donc, il faut absolument donner du sens à l'effort physique. Peu d'élèves étaient capables de nous dire pourquoi c'était important. D'ailleurs, ils n'ont pas parlé de muscles. Ils parlent très peu du muscle. Ou alors, je ne veux pas monter les escaliers parce que ça me fait mal aux fesses. Ou bien, je préfère prendre le bus parce que marcher, ça me fait mal. Donc, il y a quelque chose de très contradictoire qui ne, je pense, pas dans nos objectifs, nous, en tant que responsables. C'est important de redonner du sens. Deuxième point très important, toujours sur le court terme, c'est d'offrir une variété d'activités physiques. On n'est pas obligé de toujours pratiquer le même type d'activité physique. Et plus on va être dans la variété, plus le plaisir va pouvoir se ressentir, et moins on va être obligé de rentrer dans ce schéma habituel de la compétition qu'on nous présente et qu'on a l'habitude d'avoir. Un troisième point qui est beaucoup autour de la dimension psychologique, je pense que j'aurais pu même la mettre dans un premier niveau, mais cette dimension psychologique, elle peut se faire que lorsqu'on a aussi dépassé les stéréotypes, lorsqu'on a amené à verbaliser, on a amené les jeunes filles à être dans un environnement sécure, on va les amener à verbaliser, on va pouvoir voir quels sont les discours qui sont plutôt stéréotypés et discriminants, et puis on va pouvoir discuter avec elles pour pouvoir dépasser ces discours et les accompagner vers des discours et des stéréotypes plus engageants et moins discriminants. Donc ça, c'est créer des espaces qui sont des espaces de parole extrêmement importants pour l'aspect psychologique. Et un quatrième point, c'est d'amener à cette proximité avec les parents, à rétablir la communication. Et peut-être que le meilleur moyen pour rétablir la communication avec les parents, c'est de pratiquer avec eux. Les parents viennent quand ils viennent. Souvent, on nous dit qu'ils ne viennent jamais aux réunions, ils ne viennent jamais à l'école. On se retrouve confronté à des parents qu'on n'arrive pas à sentir. Et bien, faire pratiquer des parents en activité physique, pourquoi pas avec leurs enfants, c'est partager du plaisir, c'est donner du sens à l'activité physique, et c'est peut-être aussi être un futur levier pour la pratique de sa propre fille. Donc c'est très important de créer ce contact avec les parents. Sur le moyen terme et sur un peu plus long terme, c'est très difficile de changer la formation, et je pense que la formation peut être améliorée. On voit bien aujourd'hui, on relève un certain nombre de discours stéréotypés et de changements au niveau sociétaux, au niveau des discriminations que vivent les femmes. Au niveau de la formation, on a encore beaucoup de choses à faire, notamment des éducateurs sportifs, pour qu'ils soient les plus compétents pour travailler avec les jeunes filles, et notamment les jeunes filles qui sont éloignées, qui sont sédentaires et qui vivent dans ces quartiers où il se passe beaucoup de choses, des handicaps se superposent. Le travail en réseau, souvent les professeurs de PS et aussi les éducateurs dans les quartiers disaient oui, mais nous on ne travaille pas en réseau en fait, on perd beaucoup de temps. On répond à des projets de manière ponctuelle, on va avoir un financement, d'ailleurs même on est en concurrence avec les autres spécialistes des sports parce qu'on va se battre pour avoir la même subvention. Et du coup, c'est dommage, parce que c'est ce travail en réseau qui va permettre déjà d'aller en profondeur, peut-être même de gagner un peu plus en termes de subvention, et qui va donner de la cohérence au projet. Et le projet, il est toujours connecté aux jeunes filles. Donc c'est important de penser ce réseau, ce vrai réseautage. Peut-être que c'est un point qu'on pourrait aborder dans la discussion.
Alors je rentre vite fait sur le mentorat et le tutorat. Je pense que c'est un point sur lequel on ne travaille pas beaucoup en France, au Canada, aux États-Unis, dans les autres pays anglo-saxons. On a l'habitude de mentorer tout le temps, à l'école, à l'extérieur, dans l'association. Il y a toujours une personne qui va servir d'exemple et qui va pouvoir rendre à l'association et qui va revenir, qui va se faire plaisir de revenir. Et cette personne-là, imaginez une femme qui est peut-être qui a une activité professionnelle, qui a réussi et qui en plus utilise l'activité physique pour s'entretenir et pour être encore mieux dans sa vie. Si elle est capable de le verbaliser auprès des jeunes filles, ça va être une détonation, un éclair dans le schéma de pensée des filles, et elle va vouloir devenir comme elle. Donc ce mentorat et ce tutorat dans l'accompagnement de ces jeunes filles est fondamental. Et un dernier point, c'est de pouvoir créer cet espace. Il faut que cet espace devienne important avec les familles. Ça, c'est une discussion. Les éducateurs sportifs disaient, on avait des éducateurs de rue. Ces éducateurs de rue avaient pour objectif, en fait, leur mission, c'était d'aller taper à la porte des familles et puis de pouvoir créer du lien, de donner du sens, de donner des informations. Le professeur de PES ne se sent pas légitime de faire ça. Il ne se sent pas légitime d'aller taper à la porte des parents, des familles, non pas légitime parce qu'il n'est pas capable, non, loin de là, mais c'est tout simplement parce qu'il a autre chose à faire que d'aller taper à la porte des maisons. Et d'ailleurs, ça pose un problème en termes de mission et d'ordre et d'activité, donc ça ne fait pas partie de ces missions. Donc tout ça pour dire que on a des propositions sur le court terme, on a des propositions à long terme qui sont plus ou moins faciles à mettre en place, mais elles sont quand même, elles émergent de la recherche-action. Sur les éléments, et c'est peut-être le point qui, moi, mériterait d'être développé et d'être questionné avec vous, c'est ces fameux points de divergence avec les différents acteurs. Tous les acteurs ne partageaient pas la même chose lorsqu'on parlait des aides financières. Certains professeurs d'EPS disaient clairement on a assez d'aide financière. L'enfant, s'il veut pratiquer une activité physique, on a l'AS, c'est presque gratuit pour le professeur d'EPS, c'est presque gratuit. Donc, normalement, ça ne peut pas être un frein. L'éducateur sportif qui se retrouve sur le terrain, l'éducateur sportif qui a l'habitude de parler avec les familles, va clairement dire qu'il n'y a pas assez d'aide financière. Que souvent les familles, une multitude d'enfants, que ces aides sont partagées entre les uns et les autres, souvent dans une histoire de priorité d'aide qui reste encore à être questionnée et à être développée, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être si évident pour certaines familles dans les quartiers, et notamment pour les éducateurs sportifs qui ont l'habitude de confronter, de discuter, avec ces familles. Au niveau de la mixité, certains vont dire qu'il faut laisser les filles entre elles. Ce sont surtout les éducateurs sportifs dans les quartiers qui vont dire oui mais la jeune fille, je vais lui dire il faut qu'elle soit avec les garçons, mais elle a un problème. Elle se sent pas bien dans son corps, elle a pas confiance. Si je lui rajoute le garçon qui est là pour la compète et qui va même chercher d'autres soucis, elle va jamais pratiquer. Donc cet éducateur qui est très dans le concret va bricoler des activités et va chercher le bien-être des filles. Donc il va essayer de les mettre dans des situations non pas de mixité, mais des filles et des femmes entre elles. Certains professeurs d'EPS qui, eux, ont confiance dans leur contexte d'enseignement et qui savent que la mixité a énormément de pouvoir dans ce contexte particulier d'enseignement. Et ils vont dire clairement, ces professeurs d'EPS, que sans cette mixité-là, les filles ne voudraient pas pratiquer parce que entre elles, elles se tirent vers le bas, elles ont plus envie de rigoler, envie de parler, etc., etc. Et la fille qui est sportive et qui a envie de se donner dans le cours, finalement, elle ne va pas vraiment pratiquer. Donc, c'est un autre point de divergence. Deux autres points de divergence. Certains professeurs et certains éducateurs vont insister sur le cadre et la discipline, et d'autres vont insister sur la souplesse de l'enseignement, de l'accompagnement. Ça, c'est une grande question. Je pense que c'est effectivement à remettre dans les différents contextes, mais ça prouve aussi qu'on ne peut pas répondre à cette question d'emblée. Au niveau de la religion et de la mixité des éducateurs, certains vont même aller encore plus loin que le simple fait de mettre les filles entre elles. Ils disent, dans certaines zones, qu'il faudrait avoir un éducateur du même sexe, qu'il faudrait avoir plus de femmes éducatrices pour pouvoir favoriser réellement la mise en action des femmes. C'est cohérent.
Mais le fait qu'il y en ait d'autres, spécialistes, responsables, qui vont dire, ben non, en fait, peu importe, c'est la compétence qui est importante et pas le sexe, ça me questionne. Ça me questionne. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Pour la religion, je ne rentrerai pas dedans. Mais vous vous rendez bien compte que dans le contexte actuel, où tout est complexe, où les gens parlent moins entre eux, beaucoup de zones de tabou, on ne s'autorise plus à discuter de ces sujets-là, on entretient, je pense, un certain nombre de freins qui posent problème autour du lien qu'il peut y avoir entre religion et mise en activité physique. Pour vous dire, je pense que c'est pas un problème, la religion. La religion, ce n'est pas un problème. Peu importe qu'elle soit musulmane, pas musulmane, pratiquante, pas pratiquante, c'est le sens qu'on va donner à l'activité physique qui est important. C'est le bien-être que la jeune femme, que la jeune fille va ressentir. C'est le partage d'émotions. C'est le plaisir qu'elle va avoir. Et c'est ça qui est le plus important. Il faut pouvoir assurer ce type de moment pour que, peu importe la jeune fille, puisse pratiquer, qu'elle soit musulmane, pratiquante ou pas. Alors, c'est un nuage de données. Les mots à la mode aujourd'hui, on parle beaucoup de leadership, on parle beaucoup d'empowerment, alors je fais exprès de s'employer en anglais, et on parle beaucoup d'inclusion. Je suis profondément convaincue que ce sont ces trois termes-là qui nous permettront de changer pour les filles des quartiers populaires, avec elles et par elles. Alors, l'empowerment, c'est donner du pouvoir, c'est donner la capacité d'agir, c'est de pouvoir donner les moyens à la jeune fille de se prendre en main et de changer sa vie. C'est une compétence. C'est une compétence qu'on devrait apporter dans notre enseignement, dans notre système de formation, pour pouvoir donner des clés à ces jeunes filles. Et je pense que peut-être c'est aussi un sujet qu'on pourrait développer, mais il y a peut-être beaucoup de choses à faire là-dessus. Est-ce qu'on favorise l'assistanat ou on favorise le changement réel des jeunes filles et partant des jeunes filles? Au niveau du leadership, alors c'est un terme un peu barbare qui veut dire en fait le représentant bien sûr de soi-même, mais aussi d'un groupe. On est leader, on devrait tous être leader. On devrait tous avoir la capacité d'être leader à un moment donné. Quand on se sent à sa place, quand on a des valeurs, quand on a envie de faire changer les choses, on devrait tous avoir la possibilité de prendre la parole et de changer les choses. S'il y a des injustices, on devrait les combattre. Et ce concept de leadership nous permet justement de dépasser tout type d'injustice, individuellement, mais aussi avec le groupe. Et l'inclusion, alors pendant un temps, des années, on parlait d'intégration, beaucoup du lien qu'il peut y avoir entre sport et l'intégration, comme si c'était quelque chose de magique, de pratiquer une activité physique, d'agir, de s'intégrer. Aujourd'hui, les sociologues et les scientifiques ont bien compris et le disent que c'est un concept qui va dépendre, c'est un outil qui va dépendre de l'utilisation qu'on va avoir. En fonction des valeurs, en fonction des idéologies, on va donner aux valeurs du sport ce qu'on veut. Et du coup, cette notion d'intégration, elle est aussi violente pour les filles qui doivent, notamment ces filles qui doivent s'intégrer. C'est quelque chose de violent. L'intégration, je suis d'accord, je dois m'intégrer, mais je dois aussi avoir ma place. Je dois aussi me laisser une place. Et on voit bien avec les filles des quartiers populaires, elles n'ont pas spécialement été pensées dans les quartiers. Pendant un temps, on les considérait invisibles. Elles étaient invisibles, mais en tout cas, on disait qu'on ne les voyait pas, elles ne faisaient pas de problème, tout allait bien. On n'avait pas non plus développé des offres spéciales pour elles. Donc, l'inclusion doit aussi amener à créer un espace pour ce public. Encore faut-il connaître ce public, parler avec ce public et bien cerner toutes ces représentations et ces subjectivités. Je fais exprès d'aller vite sur les deux points, notamment sur l'islam, parce que c'était la première question, notamment vis-à-vis des préjugés que je pouvais avoir moi et du postulat avec le rapport dédié en 2004. J'ai voulu voir ce qu'il en était au niveau de l'islam. Et en fait, quand on pose la question aux filles pourquoi elles ne pratiquent pas d'activité physique, aucune ne fait ouvertement et clairement de lien avec la pratique religieuse. Elles ne parlent pas d'islam,
Par contre, elle parle de la lacune des parents, de l'éducation, du manque d'expérience. C'est plutôt des références traditionnelles, mais aucune ne font de lien avec l'islam. Voire même certaines disent non, mais ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu es musulmane que tu ne peux pas pratiquer une activité physique. Donc là, on a dépassé le préjugé qu'on avait pu lire en 2004. Par contre, elles insistent beaucoup, ces filles-là, sur la perte de temps. Ce n'est pas rentable de faire une activité physique. Il y a trop de choses plus importantes qui sont autour. Être avec les copines, réussir à l'école, être dans ce sentiment de réussite et de toute la pression qu'elles peuvent avoir pour être en réussite. Donc, si l'activité physique n'est pas sérieuse, si l'activité physique n'est pas encadrée par des éducateurs de qualité, qui donnent envie de pratiquer, est-ce que ça vaut le coup de pratiquer? Est-ce que nous, on serait capable de pratiquer une activité si on a l'impression que ça nous fait perdre notre temps? Il est clair que non. Donc là, c'est ce qu'on a ressenti beaucoup plus présent, en tout cas, dans les verbatims des filles. Et du coup, les recommandations, elles sont claires. C'est, premièrement, ces filles-là ont besoin d'exemples, elles ont besoin de mentors, pour pouvoir passer à l'action. Ça, c'est très important, notamment sur la présence des mères, qui sont souvent des familles monoparentales, donc elles sont des exemples pour ces filles-là. Donc, si elles pratiquaient une activité physique, ça serait des exemples positifs, pour la fille. Et donc, c'était le deuxième point sur permettre d'expérimenter, de ressentir les effets positifs de l'activité physique. L'enfant, quand il décroche entre 14 et 15 ans, il décroche, comme la majorité des enfants, que ce soit du sexe féminin ou du sexe masculin, et on a tous été confrontés à un moment à devoir justifier à l'enfant pourquoi c'est important de pratiquer une activité physique et de stimuler la motivation. Cette motivation intrinsèque, c'est pas cette motivation extrinsèque. Je fais pas de l'activité physique pour maigrir, je fais de l'activité physique parce que je vais être bien, parce que je vais être plus forte, parce que je vais m'éclater avec mes copains. Et ça, ce sont des motivations qu'il faut stimuler et pouvoir éduquer et pouvoir transmettre. Donc c'est très important dans les recommandations d'amener ses parents à vivre l'activité physique pour être capable après de parler, de verbaliser, d'avoir les bons mots pour pouvoir conseiller les jeunes filles. Lorsqu'on demande aux éducateurs sportifs quels sont les freins à l'activité physique, ils nous parlent de l'islam. Et là, ça pose un problème de décalage. Pourquoi c'est vu comme un problème? Il y a beaucoup de discours autour de la religion. Ils le disent clairement, ils disent qu'on ne connaît pas vraiment la fille. Quand on demande quelles sont les représentations, ils ne peuvent pas vraiment rentrer dans les détails. Et pourtant, ils vont mettre en avant un des premiers freins, c'est la religion, l'aspect traditionnel. Cette histoire de laïcité, on a du mal à cerner, on a du mal à comprendre, et du coup, on renforce encore plus cette volonté de laïcité, alors que la laïcité permettrait de vivre ensemble, justement. Donc voilà, il y a des discours qui sont plutôt paternalistes, c'est pour le bien de la jeune fille, la religion c'est pas bien, elle vient voilée à l'école, elle vient avec son voile au foot, un certain nombre de problèmes pour l'éducateur et qui renforcent ces préjugés et qui sont loin de la réalité des jeunes filles qu'on a pu interroger. Alors les exemples de bonnes pratiques, si je pouvais vous recapter pour ceux qui ont décroché, je pense que si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail des jeunes filles, et notamment les jeunes filles qui sont décrochées d'activité physique, je vous invite fortement à aller du côté de ces références. On a l'Association canadienne pour l'avancement des femmes du sport et de l'activité physique, qui est une association canadienne. On a Égale Action, qui est là plutôt au Québec, et la fondation des femmes du sport aux États-Unis et la fondation des filles en action au Canada, qui sont des références et qui peuvent donner des guides pour pouvoir bien accompagner ces filles. Voilà, la discussion, je sais très bien que j'ai dépassé mon temps. Très bien. Donc la discussion, de mon côté, me semblait intéressante sur un certain nombre de points. En tout cas, ces questions que j'ai envie de connaître, c'est d'abord quels sont vos challenges vous au quotidien, est-ce que ça correspond aux challenges et aux résultats que j'ai pu vous exposer, quelles sont les thématiques qui vous inspirent le moins et le plus. Donc je suis tout à fait consciente qu'il y a une diversité de public qui est en face de moi et c'est cette diversité-là qui est intéressante à interroger. Et quelles sont les actions que vous pouvez avoir, vous, envie de pratiquer, sur celles que j'ai pu vous exposer, que vous avez envie de mettre en application sur le court terme et sur le long terme. Voilà, je vous remercie
beaucoup de votre attention et j'espère que la discussion sera riche. Merci. Éventuellement, est-ce que quelqu'un dans la salle aurait une question? Juste avant, si vous pouviez vous présenter de manière à ce que tout le monde puisse savoir. Bonjour. Alors, je suis Monique Rodgan, je suis personnellement présidente d'un club de Génération Mouvement, de 10 000 euros. Et puis aujourd'hui, quand j'entends votre discours, je me pose la question justement sur toutes ces jeunes filles et ces jeunes gens que je vois sortir du bus régulièrement le soir. Et après, je me dis, quelles sont leurs activités sportives? Parce que on a beaucoup parlé de la ville, et c'est extrêmement intéressant. Il faut pousser maintenant les jeunes à faire plus de sport. Mais dans les villages, qu'en est-il exactement? Parce qu'on les voit rentrer chez elles, et elles n'ont pas les moyens d'aller à 20 à 15, 20 kilomètres faire du sport. Et c'est un peu la question que je vais peut-être débattre avec Madame le maire, pour dire que font nos jeunes filles dans les villages également. C'est un point qui sera aussi peut-être un débat, parce qu'elles ont besoin de s'accompagner dans le sport, et peut-être à être poussées à faire du sport de compétition également. Voilà. J'aime beaucoup ce que toutes ces jeunes filles, ces jeunes gens de la ville, mais qu'en est-il de ceux du village, que je vois moi rentrer directement chez eux. Voilà. C'est une enquête que j'ai peut-être faire mener un peu plus. Alors j'étais venue pour les personnes, les femmes plus âgées, pour les remettre un peu dans le sport. Et là, je propose aussi la question pour les jeunes gens de village. La réalité, en tout cas la question qu'on nous est posée, aujourd'hui on aimerait pouvoir justement faire ce type d'enquête dans tous les publics qui sont éloignés, tous les publics qui sont éloignés de la pratique et qui sont sédentaires. Et effectivement, on a beaucoup de lumière sur les quartiers populaires, on a beaucoup d'argent aussi sur ces quartiers populaires. Mais dans un environnement où il y a peu d'offres, peu de densité et en qualité, le problème il mérite d'être relevé. Et je comprends votre questionnement. Je vais juste vous répondre par rapport au public que j'ai pu rencontrer à Calais, où il pouvait y avoir une double problématique, c'est-à-dire à la fois une zone urbaine sensible et en même temps une zone reculée isolée. Et ces éducateurs sportifs, plutôt animateurs de rue, qui ont vraiment envie d'accompagner ces jeunes au quotidien, ont bien vu qu'il y avait un problème déjà d'offre, mais aussi d'accompagnement. Donc, ils nous avaient mis à disposition un minibus. Ils allaient chercher les familles, les enfants, les filles, en bas des tours, pour s'assurer que les parents étaient rassurés et pour pouvoir être sûrs que les enfants allaient à une activité. Et c'est cette assurance-là qui permettait, en fait, à l'enfant de s'installer durablement sur la pratique physique. Alors, c'est un coût. S'il n'y a pas de moyens, s'il n'y a pas ce moyen-là qui est mis à disposition des familles et des jeunes, je vois pas comment on peut faire, à part peut-être recréer des infrastructures, voilà, ou alors faire une activité physique de plein air, mais aujourd'hui, vous savez très bien, l'envie de pratiquer bouge sans cesse, peut-être qu'aujourd'hui, faire de la musculation dans le parc d'à côté, c'est peut-être à la mode, mais peut-être que dans quelques années, il y aura une autre mode, il faudra s'adapter. Donc c'est vrai, c'est une vraie question et il faut souvent un petit peu bricoler pour pouvoir stimuler l'envie et surtout l'investissement des institutionnels et des politiques. Merci. Oui, bonjour, Arthur Lepelletier, je travaille avec Guillaume à la DDCSPP de l'Orne, mais plutôt sur le secteur animation socioculturelle. Je me permets de faire un petit coup d'information rapidement sur les aspects besoin de formation à la laïcité que vous avez un petit peu évoqué, pour dire qu'il y a un dispositif national avec des formations qui s'appellent Laïcité et Valeurs de la République, qui vise tout public, dont les acteurs sportifs, et ce sont des acteurs qu'on voit peu à ces formations-là, alors que vous l'avez dit, manifestement, il y a des enjeux. Et mon autre remarque ou mon autre question, c'était sur l'aspect réseau, intérêt à mobiliser les différents acteurs sur les quartiers et sur les territoires. Est-ce que vous avez pu observer des liens avec le secteur de l'animation socio-culturelle autres que les clubs sportifs? Je me dis que ces jeunes filles, parfois, fréquentent d'autres structures
et qu'il y a peut-être des synergies, des relations à construire. Voilà, je ne sais pas si vous avez un regard ou des expériences de cet ordre-là. Sur le réseau, il y a vraiment je crois que c'est à Lille, il y avait une enseignante qui avait commencé un travail de réseautage et qui avait sensibilisé en fait les responsables politiques municipaux aussi sur ce manque de réseautage. Donc elle sentait la nécessité de faire un vrai travail de réseautage pour pouvoir converger vers ces objectifs communs. Et effectivement, c'est pas évident d'être dans un autre environnement avec un autre timing. Professeur de PS, il y a quand même un certain nombre de contraintes. Clairement, voilà, certains professeurs de PS me disaient, moi, je suis payé pour ça. Enfin, déjà, j'en fais trop. Je peux pas accompagner l'enfant ou bien aller rencontrer, par exemple, le club local de boxe, d'aller sans cesse rencontrer le coach pour pouvoir rassurer les parents et les élèves. Bon, ça pose un certain nombre de problèmes, mais en tout cas, ça a été soulevé, c'est cohérent. Maintenant, il faut juste trouver la bonne formule pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table. Et il faut que ça porte d'une bonne volonté. Je pense que c'est plutôt une intelligence collective, mais je suis plutôt assez confiante par rapport à cette intelligence collective. Aujourd'hui, on voit différentes pratiques qui se mettent en place en différents domaines et qui se basent là-dessus. Donc, je serais pas surprise que ça se débloque, en fait. Et qu'on trouve le maillon qui ne fonctionnait pas pour pouvoir mettre tout le monde d'accord et pour pouvoir avancer ensemble. Après, c'est une histoire de timing, c'est une histoire de concurrence, c'est une histoire aussi d'identité. Là, on est en concurrence avec justement des professionnels qui peuvent manger un petit peu sur le terrain, des professeurs de PS ou des éducateurs ou bien des profs de sport. Donc voilà, il y a ces identités-là. Mais si on fait tous pour le bien de l'enfant, de nos enfants, de nos citoyens, a priori, ces égos ou ces fiertés très personnelles finiront par se noyer. Merci.